Merci d'être de retour pour la seconde partie de notre matinée. C'est l'heure de dresser un bilan en matière de sanctions et de composition administrative et plus généralement sur la jurisprudence de la Commission des sanctions de l'AMF. Un bilan en vidéo qui nous est présenté par Maxence Delorme, directeur de l'instruction et du contentieux des sanctions, Anne Maréchal, directrice des affaires juridiques, et Marie-Hélène Tric, présidente de la Commission des sanctions de l'AMF. « 2020 a été une année très particulière en raison de la crise sanitaire. Mais la Commission des sanctions a poursuivi son activité. Si plusieurs séances de la Commission ont dû être reportées, en particulier au cours du premier confinement, la Commission a pu maintenir un niveau satisfaisant d'activité et a rendu au cours de l'année 13 décisions de sanctions, dont 9 issues d'un contrôle et 4 d'une enquête. La Commission a prononcé un total de près de 30 millions d'euros de sanctions pécuniaires. Par ailleurs, en 2020, l'activité relative aux transactions s'est maintenue à un niveau élevé. 14 accords de composition administrative ont été signés, 15 accords ont été validés par le collège de l'AMF, 13 accords ont été homologués par la Commission puis publiés. Sur ces 13 accords homologués, 3 découlent d'une enquête, 10 d'un contrôle. Au cours de l'année écoulée, la Commission a eu à aborder des problématiques nouvelles. Je pense d'abord à la première décision sanctionnant un prestataire de services d'investissement pour des manquements à ses obligations professionnelles en matière de dérivés échangés de gré à gré. Madame le Président, que faut-il retenir de cette première décision rendue sur le fondement du règlement européen EMIR ? Eh bien, comme vous venez de le relever, la Commission a pour la première fois, le 24 janvier 2020, sanctionné un prestataire de services d'investissement pour la violation de 3 types d'obligations en matière de produits dérivés de gré à gré issus de la réglementation EMIR, qui a été publiée le 4 juillet 2013. Une première série d'obligations méconnues par cette société concerne la confirmation rapide des transactions sur dérivés de gré à gré non compensés. La Commission a relevé que la société mise en cause avait omis de confirmer certaines transactions auprès de ses contreparties. Donc, pas de confirmation du tout. Elle a également retenu qu'elle ne disposait pas d'une procédure et d'un dispositif de suivi des délais de confirmation, lui permettant de mesurer et de surveiller la confirmation rapide de certaines transactions. Donc, là aussi, une insuffisance. Enfin, elle n'avait pas davantage mis en place de procédures spécifiques lui permettant le suivi des absences de confirmation supérieures à 5 jours. Ces manquements étaient tous caractérisés. La deuxième série d'obligations méconnues concernait les déclarations de transactions au référentiel central. C'est un point important puisqu'il avait été annoncé par l'AMF au titre des priorités de supervision. C'était donc des obligations à respecter scrupuleusement. Or, les manquements étaient ici multiples. Les déclarations étaient effectuées à tort parfois. D'un autre côté, il arrivait qu'elles ne soient pas effectuées du tout. Les déclarations étaient erronées parfois. Il y avait des dépassements de délais anormaux et il n'y avait pas de dispositif qui permettait de vérifier ces déclarations. C'est donc sur un point qui était important que les manquements étaient là aussi caractérisés. Et enfin, un élément plus classique, la société a été sanctionnée pour des défaillances de la fonction conformité, qui n'était d'ailleurs pas dotée d'une autorité suffisante vis-à-vis de son back-office pour assurer effectivement ces contrôles. On le voit, la Commission des sanctions veille scrupuleusement au respect des obligations formelles et techniques issues du règlement EMIR, dont l'objectif est de renforcer la transparence sur les marchés de dérivés. Mais en 2020, la Commission a également eu à connaître d'une seconde problématique inédite qui concerne le traitement des instructions de vote en Assemblée générale. Et la décision du 25 novembre 2020 a permis à la Commission d'affirmer pour la première fois sa compétence pour connaître de manquements commis à l'occasion de cette activité.
Que pouvez-vous nous dire de cette décision, Madame le Président? Effectivement, c'est une décision tout à fait nouvelle pour nous. Mais avant d'aborder le fond du sujet, la Commission a dû se pencher sur sa compétence, qui était contestée par les mises en cause. La mise en cause faisait valoir qu'elle avait simplement eu une activité contractuelle tout à fait indépendante de la réglementation de l'AMF et que donc la Commission n'était pas compétente pour en connaître. Or, la Commission a estimé au contraire qu'il ne s'agissait pas d'une activité non régulée, mais qu'il s'agissait d'une activité accessoire à son activité, de telle sorte qu'elle devait être totalement contrôlée par l'autorité des marchés financiers et par conséquent qu'elle était susceptible de sanctions, puisque à l'égard de cette activité accessoire, la société devait remplir toutes les obligations d'un teneur de compte conservation. Ensuite, la Commission a considéré qu'il y avait des manquements divers, et notamment que la transmission à 44 émetteurs d'instructions de vote était erronée en raison d'anomalies techniques ou d'erreurs humaines. Et il y avait là manifestement une méconnaissance par la société de ses obligations professionnelles d'agir avec soin, professionnalisme et au mieux de l'intérêt de ses clients. La Commission a par ailleurs examiné des moyens matériels et humains de la société qui étaient tout à fait insuffisants et qui expliquait peut-être certains incidents de vote, une insuffisance de moyens matériels, de moyens humains, et également un système et des procédures opérationnelles qui ne permettent pas de sauvegarder l'intégralité des informations relatives aux instructions de vote des clients. Alors, c'était tout de même assez grave de constater que cette activité nouvelle, qui aurait permis à des clients de la société et à des investisseurs de pouvoir faire valoir normalement leur vote en Assemblée générale, était totalement défaillante. Et la Commission a en fait retenu des causes de diverses défaillances, comme des manquements de reporting, de contrôle interne, de conformité ou d'audit interne. C'était donc des manquements très variés qui démontraient la carence totale de cette société. Au-delà de ces deux décisions, l'année 2020 a permis de constater que les problématiques liées à la gestion des conflits d'intérêts sont restées centrales dans les procédures de sanctions soumises à la Commission. Ces questions sont d'abord très marquées dans les groupes de sociétés, comme l'illustre la composition administrative conclue le 10 juillet 2020. Anne Maréchal, que pouvez-vous nous dire de cette procédure de transaction ? Alors en effet, l'accord de composition administrative conclu le 10 juillet 2020 illustre bien la problématique de la nécessaire gestion des conflits d'intérêts au sein d'un groupe de sociétés. Il s'agissait en l'espèce d'une société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers qui avait eu recours à un prestataire qui n'était autre que son actionnaire majoritaire, l'actionnaire majoritaire du groupe donc. Et cela pour deux prestations différentes, une prestation relative à la sélection des investissements immobiliers et une prestation liée à la gestion locative et technique de ces biens. Et donc dans les deux cas, il y avait une difficulté liée à ce risque de conflit d'intérêts puisque la sélection des investissements pouvait être à l'avantage de la société au détriment des fonds, le cas échéant, et puis du côté de la prestation de gestion locative et technique par ce prestataire, le recours au prestataire donc à ce prestataire au sein du groupe n'avait pas été justifié alors que la procédure de sélection des prestataires de la SGP prévoyait une justification de cette sélection. Donc deux griefs ont été notifiés à cette société de gestion tenant à l'absence d'une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts d'une part pour ces deux prestations et tenant par ailleurs à l'absence de couverture de ces problématiques de gestion de conflits d'intérêts par les plans de contrôle de la société de gestion.
gestion, notamment l'absence de précision des fiches de contrôle, l'absence de travaux traçables de la conformité dans ce domaine et l'absence de rapport annuel établi par la société. Donc dans cet accord, il a été prévu que 200 000 € devaient être versés au Trésor public et des mesures de remédiation qui tenaient bien entendu au renforcement de la procédure de sélection des prestataires lorsque le prestataire est choisi à l'intérieur du groupe et par ailleurs une mise à jour des procédures d'allocation des biens ainsi qu'une mise à jour du registre des conflits d'intérêts. Et il était également prévu, ce qui est plus rare, un audit à faire réaliser par un cabinet externe ou bien par l'inspection générale du groupe dans les 6 mois suivant l'homologation de l'accord. J'ajoute que durant la période de confinement, les compositions administratives ont continué à être négociées par les services de l'AMF. Donc on a pu respecter le délai de 4 mois prévu par la loi dans la plupart des cas. Et que les montants qui étaient prévus initialement par le collège, les montants à verser au Trésor public, ont quelquefois été réduits pour tenir compte de situations de difficultés financières dans lesquelles se trouvaient les acteurs liés à la crise financière. Et c'était le cas dans cet accord. La gestion des conflits d'intérêts représente également un enjeu majeur pour les sociétés de gestion, notamment lorsqu'elles réalisent des opérations de transfert de participation non cotées entre plusieurs fonds gérés. Madame le Président, que pouvez-vous nous dire de cette problématique ? Oui, je peux vous parler de la décision du 23 octobre 2020 qui illustre parfaitement votre propos. Il était fait grief à une société de gestion à l'occasion de cession de plusieurs actifs d'autres fonds, d'une participation au capital d'une société non cotée par l'un de ces fonds de capital investissement. Et elle n'aurait pas agi dans l'intérêt, d'une part, les porteurs des fonds cessionnaires et d'autre part, de l'intérêt de ces derniers qui ne serait pas démontré. Elle aurait dû démontrer cet intérêt et elle ne l'aurait pas fait. C'était le grief. Et dans cette décision, la Commission rappelle d'abord que les opérations de transfert d'actifs entre fonds gérés par une même société de gestion, sans être interdites en tant que telles, présentent malgré tout de forts risques de conflit d'intérêts. Et sans se prononcer sur l'opportunité du transfert en cause, car ce n'est pas la compétence de la commission des sanctions d'examiner l'opportunité des opérations faites par les sociétés qui sont contrôlées. La commission a observé que conformément aux procédures internes de la société, le transfert litigieux avait été mentionné dans le registre des conflits d'intérêts et que son prix, qui n'était pas contesté, avait été fondé par des experts indépendants. Jusque-là, il n'y avait rien à critiquer. Elle a également noté que les intérêts des fonds concernés avaient été correctement formalisés et elle a souligné leur traitement équitable par la société de gestion. Donc tous ces éléments étaient des éléments positifs en faveur de cette société. Et au regard des circonstances de l'espèce, la Commission a conclu qu'il n'était pas établi que la décision de procéder au transfert litigieux avait été prise en considération d'intérêts concurrents, divergents ou antagonistes de l'intérêt des porteurs des fonds cessionnaires, qui est la formule employée pour caractériser un conflit d'intérêts s'opposant à celui des clients. Il y avait un second manquement qui était tiré de l'absence de démonstration de l'intérêt des fonds cessionnaires, comme je viens de le dire, et là la Commission a aussi conclu à la mise hors de cause de la société en estimant qu'il n'y avait pas de manquement. C'est donc un cas souligné, puisqu'il est assez rare que la commission des sanctions mette hors de cause des sociétés régulées qui sont poursuivies par le collège de l'AMF. La gestion des conflits d'intérêts est également une problématique épineuse pour les sociétés de gestion qui investissent des fonds confiés par leurs clients en gestion sous mandat dans les fonds dits maison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette problématique ? En effet, c'est une problématique que nous avons rencontrée, par exemple, dans une décision du 18 décembre 2020, où il était reproché à une société de gestion d'avoir privilégié son intérêt au détriment, d'une part, des fonds qu'elle gérait, et d'autre part, des clients en gestion sous mandat.
Selon la poursuite, cette situation se matérialisait par l'investissement massif de sommes confiées par ses clients en gestion sous mandat dans 2 fonds maison qui présentaient un fort taux de rotation de leur portefeuille de titres, ce qui entraînait des commissions de mouvement importantes et des performances dégradées. Comme précédemment, la Commission relève qu'il est indéniable que la société mise en cause, comme toute société de gestion, a intérêt à percevoir des commissions de mouvement. C'est une évidence, dans la mesure où celles-ci font partie de ses produits d'exploitation. Mais elle souligne que cet intérêt structurel ne peut démontrer à lui seul qu'elle aurait pour autant privilégié ses intérêts propres au détriment de ceux de ses clients. En l'espèce, la Commission a considéré que les investissements réalisés dans le cadre de l'activité de gestion collective étaient conformes à la politique de gestion des fonds et à leur stratégie d'investissement. Elle a par ailleurs estimé que la poursuite ne démontrait pas que l'investissement des mandats de gestion dans des fonds maison était dénué de toute justification économique et non conforme à des objectifs de gestion prévus dans les contrats de mandat. Néanmoins, la Commission a retenu que la société mise en cause n'avait pas respecté son obligation d'établir et de mettre en place des procédures opérationnelles permettant de gérer les conflits d'intérêts. Donc il n'y avait pas eu de manquement à l'intérêt ou des clients ou des fonds, mais il y avait des insuffisances de la procédure. En matière de gestion d'actifs, les décisions rendues en 2020 ont été source de nombreux enseignements. Elles ont d'abord permis d'affirmer la compétence de la Commission des sanctions à l'égard des sociétés de gestion ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément. Oui, effectivement, c'était une décision du 24 septembre 2020 qui a été soumise à notre commission dans un cas que nous n'avons pas l'habitude de voir, d'une société de gestion qui avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui avait conduit à une décision de retrait de son agrément prononcée par le collège. Cette décision de retrait était intervenue au cours de la procédure d'instruction de notre procédure de sanction. La société a fait valoir devant nous que la commission des sanctions n'était pas compétente pour statuer, car une société qui n'était pas agréée ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de sanction. Ces seules sociétés étant soumises au contrôle de l'AMF. Elle faisait valoir aussi que ce retrait d'agrément équivalait à une espèce de présomption de culpabilité qui était contraire au droit de la défense et au principe de la présomption d'innocence. La Commission a écarté le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence en observant que les motifs du retrait d'agrément n'étaient pas les mêmes que les motifs de la notification de sanction. D'un autre côté, relever qu'elle était bien compétente puisque les textes permettent la poursuite et la sanction d'une société même quand l'agrément a été retiré, dès lors que les faits étaient antérieurs à ce retrait. Les décisions rendues en 2020 ont également permis de réaffirmer l'importance du respect des conditions d'agrément et du programme d'activité. Anne Maréchal, plusieurs transactions concernent cette problématique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, on a 2 accords de composition administrative qui sont intéressants à cet égard. Tout d'abord, une composition administrative du 17 janvier 2020. Dans ce dossier, 2 griefs avaient été notifiés à une société de gestion de portefeuille concernant la gestion d'un OPC immobilier. Les griefs concernaient le non-respect de 3 étapes sur 7 du processus d'investissement qui était décrit dans le programme d'activité, lié à l'origination des opérations, à la structuration du financement ou à l'approbation de l'investissement par le comité d'investissement. Donc le non-respect de ces 3 étapes
étapes pourtant décrites dans le programme d'activité. Et par ailleurs, il a été relevé l'absence d'appel d'offres pour l'activité d'asset management, alors que le programme d'activité prévoyait que la fonction ne pouvait être déléguée qu'après un appel d'offres. Donc là, une remédiation a été prévue qui prévoyait le respect du programme d'activité et notamment la chronologie des étapes du processus d'investissement et le respect de la procédure de sélection des prestataires. Par ailleurs, il a été prévu que des contrôles réguliers devaient être réalisés par la société de gestion de portefeuille sur ce point, y compris concernant la qualité des prestations. Un deuxième accord de composition administrative est intéressant sur la question du respect du programme d'activité. Il s'agit de l'accord du 10 juillet 2020. Sur ce point, une société de gestion de portefeuille a été notifiée d'un grief concernant le non-respect des conditions de son agrément qui était lié aux conditions d'exercice de ses fonctions par un des gérants de la société, lequel intervenait d'une part à temps partiel, à distance et cumulait en plus de ces fonctions-là avec des fonctions de dirigeant dans une société tierce à l'étranger, à Monaco. Et donc, il a été considéré que cette façon d'exercer ces fonctions présentait un risque au regard de la confidentialité des données, au regard des conflits d'intérêts, tout simplement. Et ces conditions d'exercice étaient très différentes de celles qui avaient été prévues dans le programme d'activité initial et que la société n'avait pas informé l'AMF du changement des conditions d'exercice des fonctions de dirigeant à cet égard. Et que par conséquent, il y avait donc non-respect des conditions de l'agrément initial qui avait été donné. Les décisions rendues en 2020 ont encore servi à réaffirmer l'importance du respect des contraintes d'investissement prévues par le mandat de gestion. Que pouvez-vous nous dire de cette problématique, Madame le Président ? En effet, dans la décision dont j'ai parlé tout à l'heure, du 18 décembre 2020, la Commission a sanctionné une société de gestion pour non-respect des contraintes d'investissement stipulées dans les contrats de mandat de ses clients et pour l'absence de mise en œuvre de contrôle sur ce point. La Commission a ainsi relevé que les dépassements des contraintes d'investissement constatés dans un nombre important de dossiers sur une durée prolongée et à des taux conséquents ne pouvaient résulter uniquement de la conjoncture des marchés qui n'était pas très bonne ou de décisions de désinvestissement de certains de ses clients. Elle ne pouvait résulter que de défaillances propres à la société. S'agissant de l'absence de contrôle, la Commission a constaté que les mandats de gestion contenaient uniquement une contrainte en termes de volatilité et dépourvus de tout chiffre. Or, elle relève que la société n'est jamais parvenue à mettre en place une méthodologie de contrôle qui aurait permis d'effectuer des tests d'adéquation au regard de cette rédaction non chiffrée et de s'assurer du respect des contraintes d'investissement ainsi formulées. La Commission a enfin pu rappeler la prévalence de l'intérêt des porteurs. Oui, dans la décision dont j'ai parlé tout à l'heure, du 24 septembre 2020, la société présente un cas tout à fait topique d'atteinte à l'intérêt des porteurs. Il était reproché à la mise en cause d'avoir procédé à un investissement dans une société pour le compte d'un fonds géré sans veiller à effectuer cet investissement dans l'intérêt des porteurs. La Commission a relevé que, de manière générale, le dossier ne comportait pas de traces d'une quelconque analyse de l'intérêt des investisseurs et qu'il résultait des observations de la mise en cause que sa décision d'investissement avait été guidée au moins en partie par sa volonté de respecter la parole donnée par son directeur d'investissement, ce qui est complètement étranger, évidemment, à l'intérêt des porteurs. La Commission a également considéré dans ce dossier que la société avait porté atteinte à l'intérêt des porteurs de parts en réalisant des avances en compte courant et virements au profit d'une société qui rencontrait des difficultés telles que ces versements présentaient un risque très élevé de non-recouvrement sans, pour autant, donner de suite appropriée à l'identification par le RCCI de conflits d'intérêts en lien avec ces avances en virement tout à fait injustifiées. Enfin, les dossiers de sanctions soumis à la Commission en 2020
comme les transactions, présentent des problématiques dont on peut noter la récurrence d'année en année. À titre d'exemple, il est possible de mentionner les obligations d'entrer en relation avec les clients, dont le respect est primordial pour assurer la protection des investisseurs. Un cas de composition administrative en particulier illustre cette problématique. Anne Maréchal, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors oui, en effet, un accord de composition administrative du 17 décembre 2019, homologué en 2020, illustre particulièrement bien cette problématique de l'entrée en relation avec les clients. Un établissement bancaire s'est vu ainsi notifier 3 griefs sur ce point, à la suite d'un contrôle sur la fourniture de services d'investissement dans le cadre de la commercialisation de 3 SCPI et de 3 EMTN à une clientèle de détail. On a constaté dans le cadre de ce contrôle une insuffisance importante des informations recueillies pour la fourniture d'un conseil en investissement adapté aux clients. En effet, dans le cadre de l'échantillon assez large de 60 dossiers, dans 41 cas, il y avait une insuffisance des informations tenant soit à la connaissance du client, soit à l'expérience du client en matière d'investissement, soit à sa situation financière, soit aux objectifs d'investissement du client, soit même au profil du risque du client. Et quelquefois, plusieurs de ces informations étaient manquantes. On a constaté aussi l'absence d'éléments permettant de retracer le conseil délivré au client dans 51 cas sur 60 et l'absence aussi de compte-rendu au client. Et si les documents existaient, ils étaient insuffisamment précis. Par ailleurs, il a été constaté de façon logique la défaillance du dispositif de conformité sur la qualité des ventes. C'est donc lié à ces questions d'évaluation de la connaissance du client et ces difficultés n'ayant pas été identifiées du tout par la conformité. Donc l'accord a prévu le versement de 600 000 € au Trésor public et surtout la remise en conformité au regard de MIF 2 des questionnaires clients qui ont dû être complètement revus et mis en conformité dans un délai assez court de 6 mois, alors que la banque demandait plus longtemps. On lui a rappelé que MIF 2 était rentré en application en janvier 2018 et que donc il était temps de se mettre en conformité avec cette réglementation nouvelle. Merci Anne Maréchal. Madame le Président, sur cette même problématique, que pouvez-vous nous dire ? Je peux vous dire que dans une des décisions dont nous avons parlé à plusieurs reprises, celle du 18 décembre 2020, la Commission a retenu la plupart des manquements qui étaient reprochés à une société de gestion. Les manquements étaient nombreux puisqu'il y en avait 15, quant aux défaillances de son processus d'entrée en relation avec ses clients. Elle a ainsi considéré que la société n'avait pas établi de procédure suffisamment précise, détaillant les profils de gestion et les contraintes de gestion sous mandat. Elle a par ailleurs considéré qu'elle n'avait pas effectué les démarches et vérifications nécessaires lorsqu'elle débutait une relation avec un nouveau client. Puis, et c'est là un point intéressant aussi, tout au long de la relation commerciale, lors de la mise à jour des dossiers des clients, il n'y avait pas de vérification. Ces points-là sont délicats parce que très souvent, quand les sociétés ont des clients de longue date, elles sont gênées de revenir vers eux pour leur demander la mise à jour, de nouveaux documents, etc. Mais il n'y a aucun problème, il faut absolument le faire. Je vous remercie. Au titre des thèmes récurrents, on peut enfin noter que la Commission a encore eu l'occasion en 2020 de rappeler l'importance pour les personnes contrôlées d'apporter leur concours avec diligence et loyauté aux contrôleurs. Oui, ça a été le cas dans la décision du 24 septembre 2020, dans laquelle la Commission a retenu un manquement à l'obligation de diligence et de loyauté vis-à-vis des contrôleurs à l'encontre d'une société de gestion mise en cause. La Commission a relevé un nombre de demandes restées sans réponse, très nombreuses, ou incomplètes, qui était manifestement excessif par rapport au nombre total des demandes. Il y avait eu 44 demandes et 13 étaient restées silencieuses. La mise en cause était restée plusieurs mois sans répondre et très souvent, les demandes portaient sur des documents censés exister mais qui n'étaient pas produits. Elle a noté par ailleurs que la société n'avait pas respecté certains délais qu'elle avait elle-même annoncés. Elle écrivait « Je vais vous transmettre sous huitaine » et 3 mois après, rien n'était arrivé.
Il est donc essentiel pour les professionnels de faire preuve de diligence lorsqu'ils sont concernés par une procédure de contrôle. C'est une obligation pour eux. Au-delà de ces décisions que nous présentons et de l'accent que nous mettons sur les défaillances constatées dans le cadre de ces procédures, qui peuvent sembler fastidieuses et désespérantes parce que répétitives, il me semble vraiment nécessaire de saluer le travail réalisé par l'immense majorité des professionnels qui nous écoutent, qui déploient des moyens matériels et humains conséquents afin de se conformer à leurs obligations qui sont multiples et qui évoluent sans cesse, et de les encourager à poursuivre leurs efforts en ce sens afin de garantir la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés. Je vous remercie.